Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. La Sultane du Caire, c'est le titre d'un roman historique que fait paraître Dima Droubi. Franck Ferrand a invité son auteur cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Ombline, bonjour à tous. Voilà un grand roman pour la belle saison, plein d'aventures et de rebondissements. Le personnage principal est une femme qui a exercé en titre le pouvoir de sultane en Égypte au XIIIe siècle. Je suis ravi que l'auteur du roman ait accepté d'être des nôtres cet après-midi. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Jeff qui souhaite savoir depuis quand nous sommes passés des chiffres romains aux chiffres arabes. Eh bien, volontiers. Pour le moment, nous prenons la direction du Caire, capitale du monde musulman à l'époque de Saint-Louis. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. Mars 1238, c'est la dynastie Ayoubide, vous savez, la dynastie de Saladin, qui règne sur l'Égypte et sur toute une partie du Moyen-Orient. Or, il se trouve que le sultan, El-Kamil, meurt après 2 décennies de règne. C'est son fils aîné, qui a un petit peu plus de 30 ans, qui normalement devient le sultan. Il est assez peu recommandable, il s'appelle El-Salil. Il n'apprend pas tout de suite la nouvelle et pour cause, son père se méfiait de lui. Il vit dans une sorte de demi-exil, loin du centre du pouvoir, au sud-est de l'Anatolie. Et quand il apprend la mort de son père, quand il finit par l'apprendre, devrais-je dire, et la montée de son demi-frère sur le trône égyptien, son demi-frère s'appelle El-Adil, il voit rouge. El-Salih entend bien partir à la conquête du pouvoir dont on a voulu l'écarter. C'est une entreprise risquée, surtout si l'on considère la personnalité colérique du prince qui vient de prendre sa place en quelque sorte et l'instabilité de l'empire ayyoubi dans cette période de transition. Mais El-Salih a un atout considérable dans sa manche. Cet atout, c'est sa femme. Sa femme s'appelle Shagarat el-Dor. Je ne sais pas exactement comment on prononce. Ça doit être en gros à peu près ça. Mon invité me reprendra tout à l'heure. Ça veut dire, Shagarat el-Dor, ça veut dire l'arbre de perles. Cette femme est une ancienne esclave. Sa beauté est extraordinaire, époustouflante. Et on peut comprendre que son mari en soit très épris. Elle est forte. Elle est intelligente, cette jeune femme brune, au regard qu'il faut imaginer enjôleur. Elle est bien sûr totalement dans l'ombre, mais elle est à l'aube d'un destin voué à devenir légendaire. Pour le moment, le chemin vers l'Égypte est long, très long pour le couple, confronté à toutes sortes de difficultés. El-Salih essuie des attaques dans les régions assez remuantes qu'il traverse. Il perd énormément de temps. Il va même être détenu pendant de longs mois par un ennemi. Asa Haikal précise: toutes les fois qu'il échappait à un danger, il en voyait surgir une multitude d'autres, à l'instar de ces contes où, lorsque le héros réussit à trancher la tête du dragon, il voit en repousser 7 autres. À chaque péril, le prince se sentait découragé. N'eût été la vaillance et l'insistance de Shagarat el-Dor, qui n'avait de cesse de le soutenir et de le stimuler, il aurait peut-être renoncé à ses ambitions. Ainsi, El-Salih et son épouse ne sont véritablement en position d'affronter le jeune sultan que 2 ans après sa prise de pouvoir. Mais ce fameux El-Adil, qui est assez peu avisé finalement, a commis une erreur qu'il va payer cher. Il s'est fait des ennemis mortels en promouvant ses propres amis au détriment d'un certain nombre de puissants serviteurs du précédent sultan et notamment au détriment des Mamelouks. Les Mamelouks sont ces soldats et administrateurs à l'origine esclaves, sélectionnés bien entendu, enlevés dans leur jeunesse dans toutes sortes de lointaines terres au nord et qui constituent une force de plus en plus déterminante dans l'Égypte de cette époque. Gilbert Sinoué le raconte, le 31 mai 1240, nous dit-il, les Mamelouks cernent la tente d'El-Adil, se saisissent de sa personne, le déposent et appelle El-Sadi pour le mettre sur le trône. La voie est libre. Début juin, le vainqueur et ses troupes entrent au Caire sous les acclamations de la foule. Il traverse la capitale pavoisée en son honneur et s'installe dans le palais de la citadelle sur la colline du Mokattam qui surplombe le Caire.
ainsi. Voici notre héroïne, vous la voyez venir bien entendu, elle se profile depuis le début. Voici la superbe Shagarat el-Dor, l'ancienne esclave devenue femme du sultan, et beaucoup le constatent, elle paraît avoir une forte influence sur son mari, sur son fier, sur son sombre mari. On peut imaginer la jeune femme pleine de finesse en train d'observer les rouages du pouvoir. Elle commence à tisser des liens, elle noue des relations utiles, elle acquiert tout simplement une expérience qui plus tard va lui être très utile. Reste que pour l'instant, elle est toujours au deuxième plan. La présence d'un homme aussi peu commode qu'El-Sali sur le trône ne peut que déboucher sur une politique cruelle. Hadza Haikal en donne des exemples. El-Sali n'hésitait pas, dit-il, à exterminer les émirs kurdes de sa famille pour s'approprier leurs biens. Plus de 5000 personnes périrent en prison. Il accusa les magistrats d'avoir laissé son frère dilapider impunément le trésor public et les somma de rendre sa fortune dépensée. On ne sait par quel subterfuge les magistrats réussirent à rapporter 785 000 dinars et 2300 dirhams, ce qui n'empêcha pas Al-Sali de les emprisonner. Oui, ça ne plaisante pas à cette époque. Dès lors, le sultan, semble-t-il, va nourrir des craintes pour sa sécurité. Il engage de nombreux mamelouks pour grossir son armée, pour assurer sa protection. El-Sali lance aussi des travaux très impressionnants pour se faire bâtir une résidence très sûre, en tout cas beaucoup plus sûre, sur l'île de Roda, sur le Nil, et les années passent dans cette atmosphère qui devient de plus en plus étouffante pour lui-même, pour le peuple. Il faut patienter, il faut attendre, quand c'est comme cela, que la roue tourne. L'événement qui va tout changer intervient en 1248. À ce moment-là, El-Sali est averti d'un danger imminent, danger venu d'Europe. Et oui, on est à l'époque de l'Europe des chevaliers qui ont pris l'habitude, vous savez, depuis la fin du XIe siècle, de venir troubler avec leurs croisades le cours de l'histoire en Orient. Il y a déjà eu 6 croisades. Cette fois, c'est le roi de France, Louis IX, qui prépare une offensive. Shagarat el-Dor l'ignore encore, mais cette guerre en préparation va lui donner une chance incroyable. C'est le moment pour elle d'assumer, d'achever son irrésistible ascension. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Au cœur de l'histoire en Égypte, Franck Ferrand, vous nous racontez le destin extraordinaire de la femme du sultan El-Sali, Shagarat el-Dor. Exactement. Alors, c'est l'époque des croisades. Le roi Louis IX est en train de préparer sa propre croisade. On est en août 1248. Saint-Louis, comme on l'appellera bientôt, prend la mer à Aigues-Mortes, près du delta du Rhône. Vous savez, à l'époque, la mer vient jusque-là. Et son idée, c'est de rejoindre un autre delta, bien entendu, celui du Nil. Bientôt, le voilà devant Damiette, port stratégique sur la côte égyptienne. Seulement, le sultan El-Sali est très souffrant à l'époque. Il est malade, probablement atteint par la tuberculose, ce qui suscite inquiétude et rumeur dans ses rangs. Quant au général qu'il envoie jeter les francs, comme il les appelle, à la mer, il va faire un certain nombre de choix stratégiques qui se révèlent peu pertinent. Très vite, en juin 1249, les ennemis prennent l'avantage, s'emparent facilement de Damiette et devant ce désastre, le sultan ne sait que faire. Il est hors de lui, ce qui va le pousser à des décisions cruelles, comme son peuple en a déjà si souvent fait les frais. Seul Shagarat el-Dor parvient enfin à le raisonner un peu. Il faut se montrer conciliant, lui explique-t-elle. Il faut apaiser l'armée et l'urgence et de remobiliser face au danger. La prochaine bataille clé va se jouer autour de Mansoura, en amont de Damiette. On est sur le delta du Nil. El-Saleh, il a toujours été très, très menacé par la maladie, mais il parvient néanmoins à rejoindre la ville. On peut noter au milieu des défauts du personnage son courage quand même. C'est un homme tenace. Il ne manque pas de persévérance. Mais le sultan, malgré les soins de ses médecins, tombe dans une faiblesse extrême. Il lui faut se préparer à la mort et bien sûr, il lui faut désigner un héritier. Shagarat el-Dor, à cette époque, est devenue stérile. Elle n'a pas de fils survivant avec Al-Sali. Dans ces circonstances qui sont assez discutées en fonction des auteurs, parce que vous verrez qu'on ne sait pas tout de cette période et de ses personnages, le sultan mourant aurait choisi comme successeur Touran Shah, un enfant né d'une autre union,
à cette époque en mission en Anatolie, mais c'est pas grave, il est loin. La décision est prise, El Salih finit par être vaincu par la maladie. Voilà qui peut avoir le pire des effets psychologiques dans un pays en guerre. Alors, Shagrat el-Dor, en attendant l'arrivée du successeur désigné, va prendre elle-même la situation en main. C'est Gilbert Sinoué qui raconte. L'ex-esclave fait preuve d'une étonnante présence d'esprit. Avec un sang-froid assez exceptionnel, elle rassemble les familiers du sultan et leur ordonne de garder le silence sur la mort de leur maître jusqu'au retour de l'héritier du trône. Puis elle fait envelopper la dépouille dans un linceul et l'envoie à bord d'une barque dans le secret le plus absolu jusqu'au palais de l'île de Roda. Elle se met à contrefaire la signature du sultan défunt, ce qui lui permet de prendre très vite un certain nombre de décisions stratégiques. Et elle encourage, on peut le dire, la résistance qui se manifeste dans le pays face aux croisés. Les événements vont lui donner raison puisque les croisés échouent dans une offensive contre Mansoura, puis les armées égyptiennes, qui en profitent bien entendu, qui poussent leur avantage, emportent un certain nombre de victoires décisives. On est là au début de l'année 1250. Le roi Louis IX est même capturé. Vous imaginez, c'est une victoire incroyable, inespérée. En quelques mois, on peut dire que la situation s'est complètement renversée. La croisade a tourné à la catastrophe pour les croisés et la veuve du sultan, c'est certain, n'y est pas étrangère. On peut même sans doute dire qu'elle y est pour beaucoup. Shagrat el-Dor ne peut pas savourer pour autant sa réussite pendant bien longtemps, puisque celui qui doit succéder évidemment au sultan défunt, Turan Shah, est de retour. Bien entendu, il cherche à l'écarter du pouvoir. Le sultan désigné estime qu'elle et son entourage ont pris trop d'importance. La confrontation était inévitable. Disons-le, Turan Shah ne possède pas le sens politique de sa belle rivale. Sous l'influence néfaste de ses compagnons et sans consulter les émirs, écrit Gilbert Sinoué, Turan Shah se lance dans une négociation précipitée avec les Francs, veut signer la paix au plus vite, régner en maître absolu, tout en menant lui-même une vie dissolue. Bientôt, il suscite un sentiment de rejet. Et ce qui devait arriver arrive. Lors d'un repas, un chef mamelouk que Shagrat el-Dor a connu dans sa jeunesse et qui s'appelle Baïbar, on reviendra sur lui tout à l'heure bien entendu, ce chef mamelouk va s'en prendre physiquement au nouveau sultan. Il va agresser Turan Shah. Le sultan tente bien de s'enfuir, il fait ce qu'il peut, mais alors qu'il tente de rejoindre un bateau, il est totalement menacé, il y a des poursuivants là, à ses trousses. Il plonge dans le Nil, des hommes parviennent à sa hauteur et vont lui planter une lame dans le corps. Le sultan n'aura passé que quelques semaines sur le trône. Et cette fois, les Mamelouks ont bien l'intention de revenir à la situation immédiatement précédente. Ils remettent sur le trône, ils remettent le pouvoir, en tout cas, entre les mains de Shagrat el-Dor. Elle sort victorieuse d'une période dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle a été troublée. Elle s'octroie aussitôt le titre de reine des musulmans. Les formules du protocole sont écrites en son nom sur les pièces officielles. Donc là, cette fois, ça y est, nous sommes bien en présence d'un sultan féminin qu'il va falloir appeler une sultane, fait sans précédent. On prononcera la khotba, le prêche du vendredi, au nom de la sultane. Elle recevra les dignitaires, les membres de la cour, allongés sur un lit à baldaquin, caché par un rideau, bien entendu. Nous sommes en présence d'un fait tout à fait extraordinaire, tout à fait unique dans l'histoire. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Au cœur de l'histoire installée au Caire cet après-midi, vous évoquez, Franck Ferrand, la femme à la détermination sans borne, Shagrat el-Dor, la sultane qui s'installe sur le trône en Égypte au XIIIe siècle. Alors vous imaginez bien que la désignation d'une femme comme souveraine dans l'histoire arabo-musulmane est un fait extraordinaire et bien entendu, ça ne va pas de soi. Dès sa montée sur le trône, un certain nombre de personnalités, politiques ou religieuses, vont faire part de leurs réserves, évidemment. Hadza Ekal le raconte, certains émirs réticents refusèrent de se soumettre à l'autorité d'une femme en invoquant la tradition musulmane. Le Shir al-Sulami, qui est un prédicateur célèbre, mit en garde ses coreligionnaires contre les malheurs dont Dieu avait accablé ceux qui s'étaient laissés diriger par une femme.
Shagarat el-Dor se consacre néanmoins à sa nouvelle charge. Elle s'attelle à une question complexe, qui est le suivi de la négociation de paix avec les croisés, parce que c'est une chose de les rejeter, c'en est une autre d'installer une situation durable. L'accord que Louis IX doit accepter est sans appel. Bien sûr, les croisés doivent abandonner Damiette, qui a été tenu pendant presque une année. De plus, une somme colossale va devoir être payée par le roi de France. Il a été capturé. C'est une victoire éclatante et qui est bien sûr célébrée partout, dans toutes les terres qui dépendent de cette sultane, puisque maintenant on peut parler d'une sultane. Cependant, Shagarat el-Dor peine à s'imposer. Elle voit notamment ressurgir les difficultés posées par sa présence au pouvoir. Les oppositions se font de plus en plus fortes. L'opposition s'organise, si je puis dire, et son autorité est constamment remise en cause. Après diverses péripéties qu'il serait un peu long de raconter, mais qui font un beau roman, évidemment, elle se résout à se remarier. Elle jette son dévolu, si je puis dire, sur un mamelouk du nom d'Aybak, et elle l'épouse en grande pompe. Ainsi, nous dit Sinoué, grâce à ce mariage fabriqué de toutes pièces, les apparences étaient sauves, un homme était au pouvoir, mais dans les coulisses, c'est une femme qui gouvernait. Et bon, alors ça, j'allais dire, ça c'est déjà beaucoup plus fréquent et on connaît un beaucoup plus grand nombre d'exemples dans l'histoire. Il faut encore accepter une nouvelle concession, le neveu d'El Sali. Rappelez-vous, ce neveu, qui s'appelle Moussa, qui est encore enfant, est nommé sultan. Malheureusement, ce nouvel équilibre ne tarde pas à se briser. Les Mamelouks se divisent, une guerre civile éclate. Là, la situation est vraiment critique et le mari de Shagarat el-Dor, qui s'appelle Aybak donc, ne parvient pas à reprendre le contrôle de la situation. En tout cas, il ne retrouvera un peu les rênes du pouvoir qu'au terme de nombreuses épreuves. Le jeune Moussa, de son côté, est écarté. On peut dire que là, la fière sultane l'a échappé belle. Elle tient néanmoins toujours plus ou moins dans l'ombre les rênes du pouvoir, mais comme souvent, la petitesse vient se mêler à la grandeur, si j'ose dire. Shagarat el-Dor entend exercer un ascendant sur son mari. Il faut dire qu'elle est d'une jalousie viscérale. Et comme le note Gilbert Siloué, la sultane a notamment exigé qu'Aybak brise un ancien mariage contracté, union qui lui avait donné un fils nommé Ali. On imagine les querelles intestines, familiales. Vous comprenez que tout ça est très pesant. Les exigences de la sultane deviennent difficiles à supporter. Les rapports entre les époux se teintent de toutes sortes d'arrière-pensées menaçantes. Ils se surveillent, ils se provoquent, ils s'indignent de leurs agissements réciproques. Et dans cette relation complexe, dans cette relation ambivalente, il semble bien que la haine ait pris le pas sur tout le reste. C'est un duel de plus dans cette vie tellement mouvementée de Shagarat el-Dor. Reste à trouver, dans ce jeu de dupes, le moment pour agir. Eh bien, le moment, il arrive. C'est le 10 avril 1257. La journée commence pourtant plutôt bien en apparence. On raconte que malgré leur animosité, les deux époux font l'amour, sans doute la dernière fois, car un peu plus tard ce même jour, alors qu'Aybak s'isole dans une salle d'eau, plusieurs hommes font une brusque apparition. Ah là, il comprend. Azaïkal raconte, il appela au secours sa femme. Bien qu'ayant conçu et organisé le crime, Shagarat el-Dor s'émut et sans doute sous le coup d'un regain de sa tendresse d'antan, elle ordonna à ses complices de renoncer au meurtre. Mais l'un d'eux lui répondit durement, « Si nous l'épargnons maintenant, il n'épargnera ni vous, ni nous. » Évidemment, le sultan va périr sous les coups de ses assassins. Shagarat el-Dor cherche à faire passer la mort de son mari pour le plus naturel possible. Mais cette fois, on peut dire qu'elle va échouer. Tous les éléments de la tragédie se mettent en place. Elle est totalement dépassée par tout ce qui se passe, par ce qui était en train de s'organiser autour d'elle. Très vite, c'est le fils d'Aybak, Ali, qui monte sur le trône et c'est un changement dynastique, tout simplement. Le temps des princes ayyoubides est bien fini. Le nouveau sultan, comme sa mère, autrefois répudiée selon le vœu de la sultane, le nouveau sultan a l'intention de se venger. 2 semaines plus tard, Shagarat el-Dor est arrêté
Et les nouveaux maîtres n'y vont pas par 4 chemins. On va la faire lyncher, tenez-vous bien, littéralement écharpée vive par des esclaves en colère. La sultane déchue, si célèbre pour sa beauté, celle qui avait tenu le pouvoir pendant toutes ces années, est battue avec une violence absolument terrible. Et bientôt, elle n'est plus qu'un corps meurtri, sans vie, qu'on va jeter dans le vide. On ne portera son cadavre vers sa dernière demeure qu'après plusieurs journées. Et voilà ce que nous dit Dima Droubi, qui va maintenant prendre la parole et qui va nous donner toutes sortes de précisions. Les fidèles de Chagarat el-Dor, nous dit-elle, la mirent en terre après l'appel à la prière de midi. Ils prièrent dans le mausolée. Ensuite, ils se dispersèrent dans cette journée triste et morne. Seul l'imam resta dans le mausolée pour lire à voix haute le Coran de bout en bout et invoquer la miséricorde d'Allah pour l'âme de Chagarat el-Dor, reine des musulmans. Merci beaucoup Dima Droubi, bonjour. Bonjour c'est très gentil d'être venu, j'allais dire de si loin, puisque vous êtes venu exprès à Paris pour nous parler de ce personnage unique dans l'histoire et pour nous faire rêver à travers les multiples soubresauts qui composent votre roman. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Celle qui fut sultan Chagarat el-Dor est au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, vous recevez la romancière Dima Droubi, auteure de La Sultane du Caire, paru aux éditions Zélige. Alors, il faut dire que vous êtes franco-syrienne, née à Beyrouth, que vous vivez à Casablanca, même si là vous arrivez de Dubaï, Dima Droubi. Bref, le Moyen-Orient n'a aucun secret pour vous. Et est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui encore, ce personnage unique dans l'histoire arabo-musulmane est présent dans les consciences, dans les mémoires? Est-ce qu'elle fait partie de l'imaginaire des Orientaux? Absolument, toujours. Moins que quand moi j'étais jeune en Syrie. Oui. Ça c'est parce qu'il y a moins, l'histoire intéresse moins partout, non? Probablement, vous avez raison. Et c'est dommage parce que rien ne vient de nulle part. Oui. Exactement. Et donc il faudrait qu'on connaisse notre histoire et comment le transmettre. Et surtout, en France, on la connaît pas. Et depuis que je vis au Maghreb, je me suis rendu compte que là-bas aussi, on la connaissait pas. Donc, ce qui m'a aussi incité à écrire ce roman pour parler d'elle et la rappeler aux mémoires. On raconte beaucoup les croisades, parce qu'il y en a eu 2 du roi Saint-Louis, et que nous n'évoquons, on parle beaucoup des Mamelouks, etc., mais on ne parle jamais de cette... Alors, comment doit-on dire exactement? Vous allez nous le dire très bien, vous. Il y a plusieurs façons. Je pense peut-être que son nom, et ça fait partie des raisons pourquoi on ne parle pas beaucoup d'elle, parce qu'il est difficile à prononcer. Alors, en arabe classique, c'est Chagarat el-Dor, donc avec un G. En Égypte, on dit Chagar el-Dor. Et moi, en Orient, on dit Chagarat el-Dor. Et il y en a qui disent c'est Chagar ou Chajarat. Ça veut dire un arbre ou plusieurs arbres. Ah, voilà. Donc son arbre nom, de perles. oui, ou de pierres précieuses. Pierres précieuses, oui. Oui. Alors, ce personnage est extraordinaire. Est-il, réglons cette question tout de suite avant de venir au détail, est-il ce personnage authentique, historique ou légendaire? Parce qu'on peut se poser la question, bien entendu. On est dans des périodes relativement reculées. 100% authentique. Historique, oui. Oui, parce qu'il y a tellement de références à elle. Les historiens de l'époque, du XIIIe, XIVe et XVe siècle, ont parlé d'elle et ont noté ses faits. Est-ce qu'elle est vraiment la seule qui ait exercé le pouvoir de sultane en tant que telle? Elle est la seule qui a eu les attributs comme les sultanes hommes. Donc le khutba, la prêche du vendredi à son nom, et les monnaies frappées à son nom, pendant cette courte période de 80 jours. Maintenant, il y a eu d'autres femmes qui ont exercé le pouvoir, mais toujours à travers un homme. Donc les fameuses sultanes oubliées, hein, de Fatima Mernissi. C'est ça, elles sont nombreuses, mais elle est la seule à pouvoir se parer du titre plein, en quelque sorte, de sultan. Hein. Elle est vraiment, de sultane, exerçant le pouvoir. Alors d'où venait-elle? Quelles sont ses origines? Est-ce qu'on le sait, ou est-ce que la romancière est là obligée de se substituer à l'historienne? Alors, on ne connaît pas exactement ses origines. On sait qu'elle vient du Nord, donc elle peut être turque, arménienne, charizmienne. Moi, je l'ai mis dans le roman comme étant turque, oui, comme ses copains, on va dire, d'esclavage, les Mamelouks qui sont eux aussi devenus sultanes, Baïbar, Kalaoun, Aïbak et Koutouz. En fait, c'est assez frappant de voir qu'à cette époque, il existe une sorte de perméabilité entre le statut d'esclave et celui de responsable dans cette dynastie ayoubide. C'est-à-dire qu'on peut espérer devenir puissant en étant d'origine servile.
Absolument. Comme ça, on parle d'une méritocratie même, parce que les esclaves hors du commun, qui sont compétents, alors pouvaient devenir sultans, comme on a vu, émirs, et c'est eux qui avaient les plus hautes fonctions de l'État. Ils étaient favorisés par les hommes au pouvoir, les sultans, parce que ils pouvaient s'assurer de leur fidélité. Comme on les arrachait très jeunes à leur famille, finalement, ils étaient d'une loyauté sans borne à leur maître. Quel était le but de cette manœuvre, d'aller chercher comme ça, d'aller capturer en quelque sorte des jeunes gens qui ensuite étaient mis au service de la dynastie? C'est un peu dangereux comme attitude. Pas du tout, au contraire, c'est eux qui ont fait le gloire de l'empire musulman, parce que les Arabes sont déjà peu nombreux. Et c'est des tribus, donc on ne pouvait pas s'assurer de la loyauté des tribus. On a vu que même entre cousins ayyoubides, il y a eu plein de problèmes. Alors que les Mamelouks, ces jeunes gens qu'on prenait à 7, 8 ou 9 ans dans les steppes du Nord et qu'on arrachait de leur famille, même parfois les familles les vendaient. Parce que comme ça, ils s'assuraient un avenir meilleur. Et ils devenaient fidèles à 100% à leur maître. Et entre eux, il y avait aussi une solidarité. Et on a vu comment, à travers les années, donc ils ont pris le pouvoir complètement. On a eu le caste des sultans mamelouks, donc les officiers esclaves qui sont devenus rois. Alors évidemment, il y a eu un certain nombre de capitales, si l'on peut dire, dans ce monde arabo-musulman, Bagdad, Damas. Le Caire est une ville extraordinaire et c'est le centre d'un pouvoir très puissant au XIIIe siècle. Il faut expliquer ce qu'est le Caire. Absolument. C'était le siège du sultanat. Et donc, c'est Saladin qui a choisi d'installer le sultanat des Ayyoubides au Caire. Avant, c'était aussi un centre puissant de pouvoir sous le khilafat fatimide. Donc le Caire, on l'appelle en arabe Dunya, c'est la mère de l'univers, enfin pour le monde arabe. Le nombril du monde d'une certaine manière. Oui, absolument. Donc après Bagdad et Damas, le siège du pouvoir, c'est après les Omeyyades à Damas, les Abbassides à Bagdad. Après le pouvoir est arrivé au Caire. Il ne faut pas oublier que les Turcs seldjoukides ne prendront Constantinople qu'en 1453 et que le pouvoir ottoman ne viendra qu'après. Donc à l'époque, l'empire, si je puis dire, il est autour du Caire. Et donc le sultan, c'est le maître de toute, au-delà de l'Égypte, de tout le monde arabo-musulman. Enfin, d'une grande partie en tout cas. Peut-être pas tout, mais une grande partie. Oui, après que les califes abbassides ont perdu le pouvoir politique, sont devenus que des symboles religieux, on va dire c'est le sultanat en Égypte, le sultan était leur protecteur. Alors, on avait besoin de l'appui des califes pour avoir la légitimité, mais le vrai pouvoir était au Caire. Or, ces sultans s'appuient donc sur cette armée parfaitement dévouée, celle des Mamelouks, dont on parlera beaucoup dans l'histoire de France, de Saint-Louis à Napoléon, bien entendu. C'était des gens qui se distinguaient non seulement par leur grande fidélité à leur maître, comme vous nous disiez, mais par leur extrême ténacité et leur vigueur sur le champ de bataille. C'était de redoutables guerriers. Oui, ils étaient connus pour être des guerriers cruels et très courageux. Et d'ailleurs, il y avait une sélection au début. Quand ils prenaient ces jeunes gens dans le Caucase ou dans l'Europe de l'Est et qui devaient ne pas être musulmans ou même pas chrétiens. C'était des païens, parce qu'en islam, on n'avait pas le droit de réduire un autre musulman en esclavage. Donc on les choisissait pour leur robustesse et pour leur beauté aussi. Donc il y avait une sélection aussi déjà. Bien sûr. Alors comment est-ce que cette petite esclave, donc, devient-elle l'épouse de son premier mari, c'est-à-dire El Sali ou El Saleh, je sais pas comment. El Saleh. Ça veut dire quoi? Le bon. Le bon. Ça, tout simplement. Ouais. Comment est-ce que ça se passe? Là, on est encore je pense qu'on c'est un conte de fées un peu. Oui, on est dans le domaine de l'amour, de la passion, parce que comme vous avez bien expliqué, El Saleh n'était pas connu pour être un homme de cœur. C'était un homme taciturne, cruel.
Mais quelque chose d'extraordinaire, il est tombé amoureux de cette femme. Il l'a distinguée à une époque où le sultan avait à son service des centaines de femmes. Il a vraiment distingué celle-là. On peut faire un parallèle avec Sulayman le Magnifique et Roxalane. On y pense forcément, oui. Bien sûr. Alors, mais là, on est 200 ans avant. Plutôt, oui. Et on disait de Shajarat Dor, donc les historiens, qu'aucune femme ne l'égalait dans sa beauté et aucun homme ne l'égalait dans sa force de caractère. Elle était très raffinée, elle était très intelligente. Est-ce que c'est vrai d'abord qu'elle était si belle ? Parce que c'est bien sûr ce qui nous fait rêver. Si elle était un peu moins belle, on s'y attacherait moins dans votre roman et ailleurs. Oui, alors moi, je le crois absolument parce que je pense que... Mais c'est la raison pour laquelle il l'a distinguée peut-être. Non, pas seulement. Non, je pense qu'il y a eu de l'amour, vraiment, et qu'elle lui a apporté autre chose. Il a trouvé son âme sœur en elle. Et elle était très intelligente et elle est connue pour être très astucieuse. Et on dit qu'elle a inspiré quand même pas mal de personnages dans les contes des Mille et une nuits, des femmes hors du commun. Elle avait un très grand recul sur les événements. Elle était capable d'analyser une situation à froid. Elle était capable de ruse aussi, il faut le dire. On la découvre comme un esprit supérieur, quasiment de manière anachronique, mais quasiment machiavélique d'une certaine façon. On dit d'elle qu'elle était le Machiavel des Arabes, mais il ne faut pas oublier quelque chose, que les esclaves comme elle, à l'époque, étaient instruites. Donc, ce qui aide après à développer leurs compétences et leurs capacités à gouverner. Elle vient pas de rien. C'est une femme qui, très jeune, on a vu qu'elle était exceptionnelle. Et donc, ce genre d'esclaves recevait une formation équivalente aux formations des garçons. Alors, elle va profiter de la vacance du pouvoir, courte vacance, pour s'y installer littéralement, pour prendre les choses en main. C'est à ce moment-là, les 80 journées dont vous nous parlez, c'est ça. C'est son apogée d'une certaine manière. Et c'est vraiment extraordinaire parce qu'aucune femme ne l'a fait avant ni après. Pour moi, c'est comme si elle a vraiment brisé le mur du harem. Elle s'en foutait. Et elle a prouvé qu'elle pouvait gouverner. Elle a vraiment préservé l'État. C'est la mère de l'État à l'époque et la mère de la nation. Et ça a été reconnu par ces mamelouks qui étaient quand même des hommes cruels et aguerris. Shajarat Dor, nous dites-vous, fit la jonction entre deux grandes époques. Elle facilita la prise effective du pouvoir par la caste des Mamelouks en encourageant l'assassinat de Turan Shah, le dernier héritier ayoubide, et en donnant de la légitimité à l'accession au trône d'Aybak. C'est ce que nous allons voir dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Une femme sultan, Shajarat Dor, est au cœur de l'histoire cet après-midi. Franck Ferrand, vous recevez la romancière Dima Droubi, auteure de La Sultane du Caire aux éditions Zélige. Alors avant de voir son ennemi, parce qu'il y a toujours un méchant dans un livre comme ça, là ça va être Turan Shah, pardon. Mais avant d'en venir à lui, parlons peut-être des résistances qu'elle rencontre déjà simplement dans l'exercice du pouvoir parce qu'elle est une femme. Il y a des gens à qui ça ne fait pas plaisir, c'était obligé ça. On est dans le monde musulman quand même. Oui, ça fait pas plaisir à beaucoup d'hommes parce que à l'époque et même aujourd'hui dans certaines sociétés, on considère que la place de la femme c'est à l'intérieur et cette femme a voulu gouverner dans l'espace public. Elle voulait être reconnue pour ses compétences. Donc en effet, les cousins ayyoubides, les hommes donc les ulama, les religieux. Et surtout, le coup fatal vient du calife de Bagdad. Oui, avec sa fameuse lettre qui a insulté les Égyptiens en leur disant « Est-ce que vous n'avez plus d'hommes ?» pour se faire gouverner par une femme. C'est-à-dire que c'est intéressant parce que Bagdad, qui avait eu, c'était le califat, c'était la grande ville de dynastie plus haut, et qui jusqu'alors supportait assez bien le joug égyptien, d'un seul coup se met à regimber et dire alors là, non, si c'est une femme qui commande, nous on n'est plus d'accord. Comment les Égyptiens réagissent-ils? Est-ce qu'ils se resserrent autour de leur sultane ou est-ce qu'au contraire ils se posent des questions sur la légitimité de ce nouveau pouvoir? On peut deviner qu'ils se posent des questions parce que là on est devant une nouveauté, une sortie des traditions, donc bien sûr qu'ils se posent des questions, mais encore une fois elle montre qu'elle est maître de la situation. Shajarat Dor, elle gère la situation et elle préserve le pays parce qu'elle avait quand même des hommes qui étaient encore fidèles à elle. Elle aurait pu fomenter des troubles, mais non. Elle abdique et trouve un autre moyen pour continuer à gouverner. Alors c'est ça, il faut que vous nous expliquiez, ça c'est magnifique, je le disais tout à l'heure en quelques mots, mais elle reste au pouvoir, bien qu'en n'ayant plus le titre. Ça c'est fort.
Oui, alors elle trouve un moyen, c'est qu'en accord avec les hommes qui l'ont apporté au pouvoir, elle choisit Aybak pour se marier avec... Qui est un mamelouk, lui. Hein. Voilà, il est un mamelouk qui appartenait à El Saleh, comme elle. Et on dit qu'elle avait quand même une certaine faiblesse pour lui. Et là, on arrive dans le domaine de la passion. Et du roman. Et du roman, absolument, et du rêve. Mais les historiens de l'époque aussi le disent, tout le monde sait qu'elle continue à gouverner. Elle signe les édicts avec lui. Et il trouve aussi un superfuge, comme vous avez dit, avec Moussa, donc le petit cousin Ayoubide, pour un peu apaiser la colère des cousins Ayoubide. Parce que l'enfant dispose de la légitimité dynastique. Donc en le mettant en avant, on s'assure de faire tomber un peu la tension et les oppositions. C'est des compromis. Quand on parlait de Machiavel tout à l'heure, au meilleur sens du terme, elle est dans le compromis, dans la politique. D'ailleurs, on s'en est rendu compte dans son attitude avec Saint-Louis. Oui, elle est d'une dureté folle avec les croisés français. C'est vous qui le dites. C'est moi qui le dis. Oui, en fait, elle a préservé la nation. Elle a préservé l'Égypte. Elle a préservé l'unité de l'armée parce qu'on a vu, en fait, quand les croisés débarquent donc à Damiette, il y a une sorte de débandade parce qu'on pense qu'à l'époque, que son mari était mort, El Saleh. Et c'est pour ça, cet homme extraordinaire, quand même, qui est courageux, il se déplace du Caire à Mansoura. Donc, Mansoura, c'est la ville s'appelle la Victorieuse, pour garder l'unité de l'armée. Et donc, elle est la continuation. Parce que El Saleh, ce qu'on dit aussi, c'est que quand lui, il faisait la guerre, elle gouvernait le pays. Donc, elle avait déjà l'expérience. Mais les négociations diplomatiques ont été menées de main de maître. C'est-à-dire qu'elle a fait les concessions qu'il fallait très très peu, et elle a surtout supposer ses conditions dans le bon ordre pour obtenir le paiement de cette rançon gigantesque, pour obtenir l'évacuation de Damiette, le départ des croisés. Enfin bref, l'Égypte, et d'une façon plus générale, cet empire arabe lui doit beaucoup. Absolument. Et c'est pour ça son souvenir est resté. Sinon, je pense qu'elle serait occultée encore plus et oubliée. Oui, alors là, on aurait carrément fait l'impasse sur elle. Mais à partir du moment où elle a quand même quelques très grands succès à son actif, on ne peut pas faire l'impasse. On est obligé d'en parler. On peut plus. Alors, elle se révèle, on parlait de Machiavel, en jupon, si j'ose cette expression. Là, en l'occurrence, elle va se montrer terrible. Elle va finir par faire assassiner son propre mari, quand même. Oui, le Aybak. Aybak, oui. Là, comme j'ai dit, on est dans la passion, on est dans la rivalité. Je disais tout à l'heure qu'elle était très jalouse. Vous la montrez comme ça ? Moi, je la vois plus comme ayant accédé quand même au pouvoir suprême. Et ce Aybak qu'elle a amené au pouvoir, parce qu'elle aurait pu choisir quelqu'un d'autre, voudrait se débarrasser d'elle. Donc, on est dans la fierté plus que dans la jalousie. Voilà, oui, c'est ça. Ouais. Et donc, elle va lui faire payer. Elle va lui faire. Bon, il y a un peu de jalousie parce que quand même, il voulait se marier avec une femme plus jeune et une princesse. Ce qu'il y a de très beau et qui fait penser à une scène d'opéra, c'est cette femme qui, ayant lancé les assassins, veut retenir leurs bras. Et évidemment, c'est trop tard, parce que à partir du moment où l'agression a commencé, il faut aller au bout. Sinon, c'est sa propre vie qu'on perd. Voilà, elle n'avait plus le choix. Donc, il fallait aller jusqu'au bout. Et bon, il y a eu la précipitation, parce que cette fois, elle ne s'est pas montrée Machiavel. Elle n'a pas préparé son coup. Elle a agi sous le coup de la passion. Elle n'a pas planifié les conséquences. Donc, comment gérer les conséquences. Et en fait, en assassinant Aybak, elle a précipité sa propre fin, puisque elle n'était plus la sultane, elle était l'épouse du sultan. Et donc, elle a créé la vacance du trône. Et c'est la famille d'Aybak qui va se venger d'elle, finalement. Oui, là, on est entre jalousie de harem et des rivalités de femmes. On est dans le sérail, là, pour le coup. C'est tout à fait extraordinaire. Alors, vous avez changé un peu la fin, d'ailleurs, vous, puisque oui, en vérité, elle a été écharpée. Elle a été lynchée, comme on dirait nous aujourd'hui. Elle a été frappée à coups frappée à mort. Frappée à mort avec des sabots de bois. Moi, j'ai laissé ça, mais c'est une revanche. Moi, quand j'ai lu son histoire quand j'étais très jeune, ça m'avait beaucoup choqué comment une femme peut accéder au pouvoir suprême et ensuite finir de cette manière. C'est un roman. Donc, j'ai voulu lui redonner qu'elle contrôle sa vie, la fin de sa vie, comme une sorte de revanche. On peut dire que... Adoucir.
Oui, c'est ça. Bah, vous avez Comme fait si de c'était une l'euphémisme. amie. Mais c'est tout l'intérêt du roman, bien entendu. D'ailleurs, quelle est la part de vrai, quelle est la part de romanesque dans votre livre? Vous êtes quand même resté très fidèle à la trame historique. On a oublié Turanshah au passage, mais il faut en dire un mot, lui, Oui, pour le coup. oui. Personnage grossier à côté d'elle. C'est presque son négatif. Oui, il nous rappelle un peu le demi-frère d'El Saleh C'est ça, Al oui, Adil. d'ailleurs, un C'était peu, des oui. jeunes hommes débauchés et brutaux et qui favorisaient leur entourage immédiat et ne prenaient pas en compte l'intérêt de la nation, parce que il faut quand même voir que Shajarat al-Durr avait des bonnes intentions et elle était une femme d'État. Oui, vraiment. Elle avait des visions. Elle avait des idéaux qui la dépassaient. C'est ce qui fait la différence entre un simple effet de pouvoir et puis un Vous le homme dites d'État. très bien. Et même quand elle fait assassiner Turanshah, ça quand même, c'est pour l'intérêt de l'État, parce qu'il était en train de déchirer les Mamelouks, favoriser ces Mamelouks qui n'ont rien fait à lui, aux Mamelouks qui ont sauvé l'Égypte. C'est quand même, vous voyez qu'on y vient à la prise du pouvoir progressif des Mamelouks. C'est que après avoir été les fidèles soutiens d'un régime certes très décadent, celui des Ayyoubides, finalement, ils vont prendre le pouvoir, ces Mamelouks. Il fallait s'y attendre, c'était inscrit ça. Oui, et même on peut voir comme El Saleh a préparé ça, parce que lui seul, il a recruté ou il a acheté le plus d'esclaves, encore plus que ses précédents. C'est comme s'il préparait cette transition, et son épouse a terminé le travail. Lui, il faisait pas confiance à ses cousins ayyoubides, qui l'ont pas aidé du tout. Et là, donc les ayyoubides, c'est des Kurdes, et les Mamelouks, c'est des Turcs. On met beaucoup en avant un certain nombre de figures de femmes arabes et de femmes musulmanes dans toutes sortes de livres, de films, etc. en ce moment. C'est une œuvre salutaire, bien entendu. Comment est-ce que le parcours d'une souveraine arabe est perçu aujourd'hui dans le monde musulman ? Je vous demandais tout à l'heure quelle était sa notoriété au Moyen-Orient. Je vous demande maintenant quelle est sa popularité d'une certaine manière. Alors, je pense qu'on a besoin qu'on a besoin de reparler d'elle. Et je suis étonnée, au monde arabe, il y a beaucoup d'intérêt pour le roman. C'est comme s'il y avait un vide. Mais par contre, les générations avant moi, quand on parlait d'elle, ils me disaient, c'est aussi une des raisons pourquoi j'ai fait le roman, ah oui, mais c'est une femme qui voulait ressembler aux hommes, c'est une femme qui était avide de pouvoir. Donc on parle d'elle, et en Égypte, il y a des séries et des films sur elle, et même dans la tradition populaire orale, elle est très présente. Si une petite fille, elle est trop impérieuse, peut-être sa mère va lui dire, pour qui tu te prends pour Shajarat al-Durr. Le contre-exemple là cette fois. Oui, mais donc moi dans le roman je voulais lui redonner sa féminité. Donc on peut être femme et sultane et femme d'État. Et je pense qu'on a besoin d'exemples comme elle, une femme instruite, qui a confiance en elle et qui est arrivée au pouvoir. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y en a d'autres. Elle a exercé pleinement le sultanat. Bon, ça, c'est un cas unique. Mais il y a eu quand même d'autres femmes d'État, si je puis dire, dans ce monde. Notamment à Delhi, vous parlez de Razia. Radia. Oui. Radia, à Delhi, elle a existé, elle a vécu, elle est morte 20 ans avant. Et c'était aussi, son père était un mamelouk, et il l'a distingué parmi ses enfants, donc il a favorisé sa fille par rapport à ses frères, et elle a gouverné 4 ans. Elle a aussi eu une fin tragique. Il y a eu des cas au Yémen, oui. Il y en a au Maroc même d'ailleurs. Au Maroc, oui, Kaina. Il y a eu aussi... personnalité assez légendaire là pour le coup, mais enfin qui a le mérite d'exister historiquement. Moi je n'ai pas étudié son cas, mais j'en ai entendu parler. Il y a même un cas en Andalousie. Andalousie, oui. Alors, I'timad, Al-Hurra. Il y a, même au Maroc, il y a eu des chefs de tribus femmes qui ont fait la guerre aussi. Et on les appelle Harra. Harra, ça veut dire la femme libre. Et donc, par rapport, c'est des femmes qui ne viennent pas des castes des esclaves. Alors, le moment où elle meurt est un moment très important dans l'histoire de l'Égypte et dans l'histoire de l'Orient, d'une façon générale, puisqu'elle meurt en 1257. Oui. Et on est un an seulement avant un grand événement. Oui, alors quand les Mongols ont pris Bagdad, et c'était la fin de Khilafa, le califat abbasside. Mais oui. Donc, en quelque sorte, elle n'aura pas connu ça, la nouvelle ère qui va s'ouvrir, en quelque sorte, juste après elle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dima Droubi, d'être venu nous parler de ce personnage
assez méconnu, en tout cas, je vous le dis franchement, totalement méconnu en France, un tout petit peu moins, j'espère, grâce à votre livre, qui s'appelle tout simplement La Sultane du Caire. C'est un roman, certes, mais un roman qui s'inspire directement de la réalité. Et puis, j'ai beaucoup cité dans le récit l'ouvrage d'Azak Eikal, qui est une biographie. Il était une fois une sultane, donc Chagrat el-Dour, édité chez Maisonneuve et La Rose il y a une douzaine d'années maintenant. Et puis, nous saluons notre ami Gilbert Sinoué, que j'ai beaucoup cité aussi, et son ouvrage « 12 femmes d'Orient qui ont changé l'histoire » est tout à fait d'actualité par rapport à ce dont nous parlions. Merci. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et c'est Jeff qui vous pose une question cet après-midi, Franck Ferrand, par mail via europe1.fr. Jeff vous demande: quand sommes-nous passés des chiffres romains aux chiffres arabes? Alors, les chiffres romains, qui s'inspirent d'ailleurs des chiffres étrusques, ne comportent que des lettres. Vous avez 7 lettres. Alors, pendant l'interruption, là, je me suis amusé à faire la liste. Donc, il y a le I, bien entendu, qui fait 1, le V pour 5, enfin, etc. X, L, C, D et M. Donc 7 lettres et bien sûr pas de zéro. C'est pas très pratique dès qu'on fait des calculs de grand nombre, et on est obligé à ce moment-là d'utiliser des bouliers un peu complexes qu'on appelle les abaques. Bon, en 628 de notre ère, un mathématicien indien, j'insiste parce que c'est de là que ça vient, il s'appelait Brahmagupta, va énoncer les 4 opérations principales: la soustraction, la division, l'addition, la multiplication, et c'est lui qui définit le zéro. Ça crée une révolution considérable et sur laquelle on n'insistera jamais assez. C'est une nouvelle manière de compter qui va peu à peu, quand je dis peu à peu, qui va même très vite gagner tout le monde occidental, l'Europe à partir du Xe siècle, par l'entremise des Arabes d'Al-Andalus, ceux qui ont envahi l'Espagne. D'ailleurs, le mot chiffre vient de l'arabe chiffre qui veut dire zéro au départ. Alors, en 1549, c'est le roi Henri II qui va prendre une ordonnance pour proclamer l'utilisation des chiffres arabes sur les pièces de monnaie à la place des chiffres romains. C'est intéressant parce que je pense pas que ça change, là pour le coup c'est pas une révolution, mais c'est une évolution très importante qui est une évolution d'ordre quasiment social. Ça veut dire qu'à partir de là, on lit désormais les chiffres arabes plus facilement, si l'on peut dire, que les chiffres romains. Il faudra attendre le règne d'Henri III 30 ans plus tard pour voir le peuple s'y habituer néanmoins, et on verra longtemps les chiffres romains continuer de coexister avec les chiffres arabes. D'ailleurs, il y a des traditions, quand on désigne les siècles par exemple, ou même les arrondissements de Paris, on a pris l'habitude d'utiliser des chiffres romains. Aujourd'hui donc, et puis les actes au théâtre par exemple, etc., les quantièmes des souverains, ça viendrait à l'idée de personne, j'espère, d'écrire Louis XIV avec un 1 et un 4, quoique on voit ça de temps en temps de plus en plus. Que voulez-vous, tout évolue, tout change. Cette utilisation des chiffres romains est essentiellement esthétique, ça nous rappelle le caractère historique, antique de la chose. Évidemment, ça n'est pas pratique pour faire des calculs, on est bien d'accord, les mathématiques sont passées depuis longtemps aux chiffres arabes ou indiens, comme vous voudrez.